Emo. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, en fait, tu es un artiste aux multiples facettes, un touche-à-tout et curieux du monde qui l'entoure. Et en fait, la musique, l'art plastique, l'écriture, le slam sont les moyens d'expression que tu utilises pour nous faire découvrir le regard que tu portes sur le monde. Et ce regard est bienveillant. Et donc, parlons tout d'abord d'illustration, de dessin, de peinture. Tu es passé par le Cézanne, c'est une école de bande dessinée et d'illustration à Paris, qui a duré combien d'années d'ailleurs? J'ai fait 3 ans dans l'école. 3 ans, d'accord. Une formation de 3 ans. Et qui ramène à un diplôme Voilà, en fait on sort avec un diplôme en illustration, bande dessinée, donc on nous apprend plein de techniques, on nous apprend à juste sortir avec un niveau vraiment de professionnel de la BD. D'accord. On doit savoir faire un book, on doit savoir parler de notre projet, le défendre, le montrer aux éditeurs, avoir un graphisme, un système, même un style graphique en fonction des outils qu'on utilise pour dessiner, etc. Vraiment tout ça doit être... on nous l'apprend, quoi, vraiment. D'accord. Ouais, et donc, et en fait, depuis cette école, tu as collaboré en fait avec Dig, voilà, ouais. C'est digression imaginaire généralisée. Et donc, en fait, il y a une dizaine d'auteurs qui ont participé à ce projet. Voilà. Tous des personnes du Cézanne, en fait, des anciens. Ah, c'était que les anciens élèves du Cézanne. Voilà, sur le premier tome, vraiment le premier numéro, on était une bonne dizaine et on était que du Cézanne. D'accord. Et on avait des invités de l'extérieur, des gens qui aussi étaient des dessinateurs. On a eu une personne qui était un tatoueur, mais des gens inspirés dans cet univers-là aussi, qui aimaient beaucoup la BD, etc. D'accord, et en fait, ces tomes qui sont sortis, c'était toujours autour de la thématique d'une potentielle fin de civilisation ou pas du tout? C'est ça, ça raconte un peu l'histoire d'une ville, ça raconte la décadence d'une ville, la perte d'humanité, justement du vivre ensemble qui a complètement disparu aussi dans cette ville, où tout le monde est très lobotomisé et on prend un modèle unique, quoi. D'accord. Et on raconte en fait dans cette ville chacun une histoire. D'accord. Donc on a cette même contrainte de temps et de lieu. Et après on a chacun nos histoires. Alors chacun part dans des trucs complètement barrés. Voilà. Et nos personnages s'entrecroisent en fonction des histoires. Par exemple dans mon histoire, on croise à un moment le personnage d'une autre illustratrice du livre. D'accord. Donc voilà. Il y a un peu un jeu de pistes comme ça, c'est sympa. Ah, c'est génial. Et vous travaillez pas forcément vous mettez pas forcément d'accord. Vous travaillez chacun de votre côté et ensuite ça s'imbrique naturellement. Ouais. Au début, on a fait un premier numéro expérimental où c'était des travaux complètement qui avaient rien à voir avec cette thématique. On n'avait pas encore trouvé la thématique, mais juste on a réuni en fait tous nos travaux qu'on avait faits. D'accord. Et ensuite, on a passé au Dig le premier numéro, justement. Le premier numéro. Et toi, tu as collaboré sur plusieurs numéros? Moi, j'ai collaboré sur les deux premiers. Enfin, voilà. D'accord. Et en fait, tu as aussi travaillé sur d'autres projets, notamment sur le film documentaire de Jean-Marie Thénault, Une feuille dans le vent. Et en fait, tu te lances aujourd'hui dans un projet personnel, qui est en fait une bande dessinée jeunesse appelée Ibalo, le faux lion. Et donc, c'est un conte moderne qui renvoie à la culture africaine, parce que tu es d'origine sénégalaise, j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, cette histoire, ce conte moderne, met en cause le repli communautaire, la peur de l'autre et ses différences. Donc, peux-tu nous parler en fait de ton projet de bande dessinée Alors en fait c'est pas une bande dessinée proprement dit, c'est plus un livre d'illustration. Il n'y a pas de bulle, il y aura un texte et c'est vraiment des pleines pages de dessin. D'accord. Voilà. Et oui, c'est un projet d'ailleurs que moi j'ai habité 7 ans en fait au Sénégal. D'accord. De mes 7 à mes 14 ans, j'étais là-bas. Je suis né là-bas en fait. Tu es né là-bas. Voilà. Je suis arrivé en France puis je suis reparti à 7 ans jusqu'à 14 ans. Et c'est là-bas du coup que j'ai rencontré les faux lions en fait. Les faux lions, en fait le faux lion, ce sont des danseurs qui qui se rassemblent sur la place par exemple du village, etc. D'accord. Et qui font vivre un mythe culturel qui s'appelle le mythe du faux lion. On raconte en fait que celui qui se fait griffer ou mordre par un lion, il attrape la rage du lion et se transforme en lion. D'accord. Et donc on raconte vraiment ce personnage. C'est un mythe ou c'est... Oui. D'accord, on sait pas trop. Non,
on dit que c'est un mythe, mais que la personne a vraiment existé. Enfin, d'accord. Le personnage Ibalo, il a vraiment existé. C'était un chasseur. Il partait à la chasse à la gazelle. Il est tombé face à un lion. Il a affronté le lion. Il a tué le lion. Mais le lion l'a griffé. Donc du coup, selon ce dicton qui dit que celui qui se fait griffer ou mordre par un lion attrape la rage et se transforme, du coup lui il allait se transformer en lion. Et pour éviter qu'il se transforme en lion, on crée des cérémonies de désenvoûtement, d'exorcisme qu'on appelait le faux lion en fait. D'accord. Et aujourd'hui au Sénégal on retrouve voilà, des danseurs qui sont habillés, maquillés, etc. en lion et qui dansent, qui chantent. Et ces personnes-là qui exorcisent, on appelle ça des tamas. D'accord. En fait ils parlent aux djinns. Aux esprits. Aux esprits, d'accord. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que la personne se transforme en lion uniquement si elle s'est fait griffer par un lion qui lui-même est possédé par un djinn, en fait. D'accord. Donc le tama, il a ce pouvoir de parler à l'invisible, aux esprits, qui est dans l'humain, mais qui est aussi dans l'animal, donc le lion. D'accord. Et donc ce qu'on voit au Sénégal, dans ces fêtes, vous pouvez taper sur YouTube, Simb. Simb. Voilà, les Simb. SIMB. SIMB, d'accord. Ou SIMBS. D'accord. Et vous trouverez plein de vidéos justement de ces fêtes traditionnelles avec les tamas. C'est aussi un nom d'un instrument africain qui se tient juste là sous le djembé, etc. Et les paroles qui récitent en fait les tamas. D'accord. Ce sont des paroles dites sacrées, etc. qui s'adressent directement au djinn pour exorciser. Et donc moi juste dans mon histoire, le personnage... dans la réalité, il se fait exorciser, donc il redevient un humain. Mais moi, dans mon histoire, ça marche pas. D'accord. Et en fait, il se transforme complètement en lion. Et comme c'est la guerre entre les lions et les hommes, donc oui. je vais revenir au dessin. Ah oui, je veux bien, oui, s'il te plaît. Dis-moi. Donc, comme c'est la guerre entre les lions et les hommes, là, on peut voir donc les lions de la forêt au fond. Donc, il y a vraiment deux clans, quoi. Les lions, la forêt, et puis ici. Le village. D'accord. Avec les ancêtres que j'ai montré ici. Et ça, c'est toi qui dessine tout. Enfin, c'est toi qui as réalisé les dessins du début jusqu'à la fin. Voilà. C'est l'histoire. C'est toi qui l'as écrit. Ah oui, d'accord. Voilà. Moi, j'ai pris cette base-là de mythologique. D'accord. Et après tout ce qui va autour, je brode, j'invente aussi quoi. D'accord. Donc là, c'est le chasseur qui part chasser la gazelle. Ouais. Qui se retrouve face à cette forêt magique où il y a la forêt des lions qui s'appelle la forêt de Sogobé. Qui existe vraiment ? Qui existe vraiment. Moi, j'en fais une forêt magique. D'accord. Voilà. Mais à la base, elle n'est pas magique. On y retrouve, j'imagine, des esprits. Oui, il y a des esprits, ça c'est sûr. Bienveillants, on ne sait pas. Les djinns, ils peuvent être bons ou mauvais, ça dépend. Quoi. D'accord. Et puis lui, il se retrouve face à cette forêt où il y a des lions. D'accord. Il se retrouve face au lion. Un faux lion. Un vrai lion. Un vrai lion pour le coup. D'accord. Ouais. Ok. Et ensuite, il l'affronte. Il le tue, le lion le griffe. Et il rentre victorieux au village avec la peau du lion sur son dos. D'accord. Et tout le village l'acclame. Alors là, c'est un héros. D'un coup, c'est un héros qui a sauvé le village. D'accord. Malgré, il y a cette guerre depuis entre les lions et les hommes. Oui. Il a quand même sauvé le village. D'accord. Sauf que il s'est fait griffer. Donc il commence à se transformer. Et là, ses cheveux poussent comme une forme de crinière. Ses griffes arrivent, etc. Donc il se transforme d'un coup, le héros qui sauve le village, en ennemi. Parce que l'ennemi des humains, c'est bien les lions. Donc en fait, il se trouve dans cet entre-deux-là. Et il retourne dans la forêt des lions pour trouver des réponses. Et toute l'histoire se passe en fait dans cet entre-deux. D'accord. Et là, tu es toujours en création de cette œuvre, hein ? Oui, voilà. D'accord. Voilà. Et en fait, cette bande, enfin, c'est pas une bande dessinée, c'est une illustration, tu me disais, qui est destinée à la jeunesse ou pas du tout ? En fait, j'aimerais que ça parle à tout le monde. D'accord. Voilà. Et en fait, la thématique, si j'ai bien compris, c'est tourner autour du repli communautaire, de la peur de l'autre et des différences. Donc, pourquoi en fait, pour toi, il est important de traiter ou en tout cas de sensibiliser les jeunes à ce type de thématique ? Je pense que c'est important parce que moi je l'ai vu quand j'ai vécu au Sénégal aussi, à savoir un petit peu choisis ton camp entre guillemets quoi. Oui. Comme on m'a adopté, comme je suis arrivé au Sénégal très très jeune. Bon pour eux je suis un toubab quoi, je viens de France etc. C'est ce qui se dit, c'est oui. c'est une réalité.
Ah oui, oui. D'accord. Ceux qui viennent de France, on dit toubab, les Français c'est les toubabs, les Occidentaux, quoi. Donc il y a ce rapport-là, et moi j'étais entre les deux, enfin je me suis toujours senti entre les deux. D'accord. Et justement, tout ce qui est le vivre ensemble, ça me parle parce que je pense que justement ce qui est intéressant, c'est le lien entre les cultures, le pont en fait. Donc vu que toi tu as été touché par ça, en tout cas Voilà. par ces regards, parce que tu étais entre guillemets différent, enfin en tout cas ils le considéraient. Métis, j'imagine, ouais. Métis, voilà. Donc pour toi ça t'a paru essentiel en fait de parler de cette thématique dans tes œuvres. Ouais, au début c'est troublant et en fait c'est super intéressant d'aborder cette thématique, je trouve. D'accord. Et en fait, on disait tout à l'heure aussi que la poésie avait une part assez importante en fait dans tes créations, et tes mots, ta musique touchent au cœur. Donc, je voudrais en fait savoir d'où te vient cette passion en fait de la poésie, du slam. Le slam, c'était en 2003 que j'ai écrit mon premier texte au Sénégal. D'accord. J'avais des amis rappeurs, groupe Kadou Guns de Saint-Louis. Oui. Qui faisait des scènes, qui étaient déjà bien avancées dans ce milieu-là, et moi j'écrivais pas, j'écoutais seulement et j'appréciais beaucoup. Et un jour on m'a juste dit cette phrase, bah tu peux, enfin si t'as des choses à dire, tu peux, on a tous des choses à dire, ouais. Écris quoi. Et je me suis lancé, voilà, donc j'ai vraiment commencé par le rap. D'accord. Le slam, c'était pas encore quelque chose que je connaissais. D'accord. Et voilà, d'abord j'ai commencé par le rap, et puis ensuite s'en est suivi tout un chemin en fait. D'accord, et donc tu as décidé, toi, de faire tes compositions, d'écrire par toi-même. T'as jamais eu de personnes qui t'ont initié? Pas vraiment. Pas vraiment. J'avais ce groupe Kadou Guns qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier, mais ensuite j'écrivais vraiment pour moi. J'étais dans mon univers en fait, que je commençais à découvrir. D'accord. Et puis ensuite, quand je suis revenu en France, j'ai rencontré les scènes de slam, le Downtown Café. D'accord, qui est où exactement? C'est au 46 rue Jean-Pierre Timbaud. D'accord. Et c'est métro Parmentier, c'est génial, tous les lundis soirs, de 20h30 à minuit, c'est des scènes de slam en fait. Génial. Et il y a un éclectisme de fou, quoi. C'est juste génial. Et c'est là vraiment que j'ai été frappé par l'aspect poétique, parce que pour moi la poésie ça avait un côté très scolaire. Oui. Et ennuyant. Ah oui, d'accord. Ouais, j'avais pas encore trouvé la porte qui m'a ouvert l'esprit sur cette culture-là, sur cette discipline. D'accord. Et le downtown, ça m'a, de la poésie. J'ai vu de la poésie vivante, vraiment moderne. Des gens devant moi qui allaient au travail, qui finissaient leur journée, qui allaient au downtown et qui disaient un texte. Et il y a vraiment de tous les styles, en termes de rythmique, en termes de thèmes abordés, en termes de plein de choses, quoi. C'était riche. Et là, t'as eu des retours, j'imagine. Le premier retour, je me suis dit, ah oui, d'accord. Ah, c'est ça la poésie. Bon, je vais retourner écrire, ça donne des idées. C'est génial. Et je me suis mis, en fait, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Puis les rencontres aussi que j'ai fait là-bas. Et donc, du coup, c'est là que j'ai fait mon premier EP qui s'appelle Hémisphère droit. Oui, d'accord. D'où mon logo, en fait, de mon t-shirt. Montre-nous ton logo, parce que c'est toi qui l'as fait, d'ailleurs, ce dessin. Oui. D'accord. Voilà, c'est mon logo que j'utilise. C'est un personnage qui a un peu le regard baissé, introverti. D'accord. Ça représente un peu pour moi la spiritualité, le côté introverti, la réflexion, etc. D'accord, ok. Et en fait, oui, tu fais du dessin, mais tu fais aussi de la musique. Comme tu disais, ton EP Hémisphère droit est sorti en 2014. Et en fait, tes influences musicales sont assez multiples. On peut trouver des sonorités hip-hop, jazz ou musique du monde, je sais pas. Dis-moi si je me trompe. Hein. Et donc, qui sont les artistes qui influencent en fait tes créations musicales? Wow, ça c'est une question dure. Je peux répondre. Ceux qui te marquent, en tout cas, ceux qui. Oui. En fait, je peux pas dire. Pas tous, hein, j'imagine, mais il doit en avoir 2, 3 que tu apportes dans tes bagages un peu partout. Si, c'est vrai. Je sais, Kémo, je sais tout. En fait, je peux dire ce que j'écoute. Après, de là à dire c'est eux qui m'inspirent dans mon écriture. On va dire qu'en termes de poésie, j'aime beaucoup le poète Souleymane Diamanka. D'accord. J'aime beaucoup ce qu'il fait. On va dire que ça m'a inspiré. D'accord. Je suis un inconditionnel de Georges Benjor, chanteur brésilien. D'accord. J'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Je peux dire MC Solar, je peux dire.
qui revient avec un album apparemment, MC Solaire d'ailleurs, qui revient sur scène là, j'ai cru comprendre dernièrement. D'accord. Donc voilà. J'attends le tournant. Avec impatience. Bah écoute, hein, peut-être que tu peux le contacter, MC Solaire, si tu nous entends. Voilà. L'aspect poétique, enfin tout, il y a tout dedans. Surtout. Tu pourrais peut-être lui proposer de participer à son prochain album ou même à une prochaine. Avec plaisir, MC Solar, si tu m'entends. Plaisir de te rencontrer, quoi. Exactement. Et donc tu prépares aujourd'hui un nouvel album qui s'appelle Bonhomme au bois d'ébène. Bonhomme de bois d'ébène. Bonhomme de bois d'ébène. Ou disparaître derrière le visage d'un cliché. Je traîne dans la nuit des cultures aux indices incisés. Je suis ce bonhomme de bois d'ébène derrière la poutre de ton œil. Est-ce étrange? Je suis ce bonhomme de bois d'ébène qui veut faire pousser ses racines et ses branches. Je suis ce bonhomme de bois d'ébène, alors dis-moi, qu'est-ce que t'en penses si je laisse que des poèmes à ma descendance? L'enfant, le fruit d'une étincelle phosphorescente. Grosse querelle quand je ressens ce que les puissants et les puceaux ressentent. Caché derrière le reflet de ton interprétation, je te laisse faire ton délire, te voyant m'amocher ou m'embellir, vais-je m'approcher ou m'enfuir? Fini la poutre quand j'apparais vraiment plus caché derrière ton regard, je me sens être ce jeune homme au bras des poèmes un peu en retard. Je suis ce bonhomme de bois d'ébène derrière la poutre de ton œil, est-ce étrange? Je suis ce bonhomme de bois d'ébène qui veut faire pousser ses racines et ses branches. Je suis ce bonhomme de bois d'ébène, alors dis-moi, qu'est-ce que t'en penses si je laisse que des poèmes à ma descendance? Donc, à quoi on peut s'attendre dans ce projet? Quelles seront tes sonorités, tes influences, les artistes qui seront invités? Alors, exactement. Enfin, les influences, du coup, ça rejoint la thématique. Ouais, c'est vrai que c'est un peu de la musique du monde aussi. C'est que je m'inspire un peu de tout et j'essaie de garder justement ce mélange-là avec un côté traditionnel qu'on pourra retrouver dans les percussions parce que je travaille avec des musiciens. D'accord. Je travaille avec des super musiciens. Enfin, j'ai un pianiste qui a un univers poétique, qui comprend tout de suite quand on dialogue. Il s'appelle comment? Il s'appelle Nicolas Léoni. Nicolas Léoni, d'accord. Et qui a un univers poétique extrêmement, avec une super sensibilité. J'ai Aurore Daniel au violoncelle. D'accord. Pareil, très très à l'écoute et avec des propositions qui sortent on va dire de l'académique, parce qu'elle a fait une académie musicale, etc. Ouais. Donc ils arrivent à s'émanciper de tout ça pour aller chercher la flamme, la chose pertinente par rapport au texte. Donc on fonctionne toujours texte. Ils viennent vraiment accompagner, ils ont cet état d'esprit qu'ils accompagnent le morceau. Donc piano, violoncelle, basse, batterie, percussion. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a une thématique particulière ou est-ce que ça parle de quoi ce projet Ça parle de moi, de comment je vois les choses, le monde. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle 1000 poèmes que j'ai fait avec le chanteur-guitariste Yuri Romão, qui est brésilien. D'accord. Et c'est un texte que j'avais de mon côté, et puis j'avais envie vraiment de mettre une sonorité brésilienne sur ce morceau. Et quand j'ai rencontré Yuri, ça s'est tout de suite fait, quoi. Le feeling, l'intérêt pour le projet, on a bossé ensemble sur ce morceau. Il a trouvé la mélodie à la guitare, il a chanté le refrain, donc il a apporté toute une dimension aussi au morceau. Okay. Donc là c'était plus une sonorité que tu cherchais, que tu as fait appel à lui, mais après est-ce qu'il y a par exemple la mer, j'avais entendu parler Oui, la mer. Alors qui sera dans cet album aussi? Oui, qui sera dans cet album. Ouais. Alors la mer, c'est suite à la rencontre avec Nicolas. Pareil, le texte je l'avais. D'accord. Mais tu l'avais déjà composé, enfin tu l'avais déjà écrit. Je l'avais déjà écrit. D'accord. Mais a cappella, quoi. Quand je le faisais, c'était a cappella. Et puis on l'a mis en musique avec Nicolas. Donc Nicolas et moi, on a travaillé sur donc parle-nous un peu de la mer, c'est quoi? Ça vient d'où ce texte? La mer, c'est marrant parce qu'à la base c'est parti d'un concours que j'avais vu sur internet de BD où il fallait parler de l'environnement. Oui. Et en fait rien ne me venait à l'esprit. J'avais envie de parler de quelque chose, je savais pas. Je me suis dit ça va peut-être plus facilement sortir en écriture. Donc je vais commencer par le scénario. Et puis en fait je me suis mis à écrire le texte de slam, un texte de slam. Et c'était la mer que j'avais écrit parce que pour moi, c'est comme je le dis dans le texte, je te parle de la base de nous. Pour moi, c'est la base de nous, la mère au sens. Donc je joue sur les deux plans, la mère, et la mère, la maman. La maman, oui. Et tout le texte, c'est des jeux de mots là-dessus, en fait. D'accord. Et puis je parle aussi de mon histoire parce que j'ai aussi deux mères. Oui. J'ai ma mère adoptive
donc ma maman. Oui, c'est ça. Puis ma mère Et biologique. ta mère biologique. Et c'est Donc tout, ça parle de tout ça. Ça parle de tout ça, oui. D'accord. Et en fait, tu as une autre passion qui est la pratique de la capoeira. Oui. Je sais pas si. Ouais. Et donc tu assouvis cette passion aux côtés de l'association Chamada de Angola, qui organise des séances de capoeira dans l'espace public. Et cette association organise également des événements autour de la pratique de la capoeira au service de l'handicap mental. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire Oui. par rapport à cette passion de la capoeira et de cette association dans laquelle tu fais des activités? C'est vrai que moi j'ai commencé la capoeira quand j'avais 6 ans, en fait. D'accord. Juste avant de partir au Sénégal. Donc j'ai rencontré mon maître à 6 ans et j'ai tout de suite accroché en fait sur la capoeira. J'ai pas fait énormément d'autres disciplines. J'ai fait, je crois, 2 semaines de karaté, un an de judo, mais sinon c'était capoeira. Quoi. Dès que j'ai rencontré la capoeira, j'ai pas lâché. D'accord. Jusque maintenant. Et en fait, mon maître, c'est vrai que c'est le seul que je connaisse qui a cette vision ou cette sensibilité, cette approche-là avec la capoeira, de pouvoir la mettre aussi au service des handicapés mentaux. Il a fait un travail, ça fait longtemps qu'il travaille avec justement les psychotiques, les autistes, dans plusieurs structures. Donc il a cette démarche-là, et moi je trouve que c'est super intéressant parce que la capoeira, c'est justement, c'est l'exemple, ça va rejoindre je pense la dernière question, mais c'est l'exemple du vivre ensemble. D'accord. Pour moi, c'est une route de capoeira, tout le monde est accueilli, entre guillemets, tout le monde est le bienvenu, et on fait avec ce qu'on est. Il y a un vocabulaire, c'est vraiment une discussion, mais avec les mots, avec le corps, pardon. Avec le corps, parce qu'il y a de la danse, mais aussi de la musique dans la capoeira, oui. Ouais. Et donc, est-ce que, par exemple, toi, quand tu organises, j'imagine, avec d'autres personnes, la capoeira, et vous invitez des handicapés mentaux, et donc ils ont la possibilité de danser et de faire de la musique aussi. Comment ça se passe? Voilà, un capoeiriste, il doit savoir tout faire. D'accord. Donc diriger une ronde de capoeira, parce que la capoeira, ça joue dans le cercle. Donc il y a des personnes en cercle. Il y a la section rythmique avec les instruments de musique. D'accord. Et 2 personnes au centre qui jouent la capoeira. Sauf que tout capoeiriste doit savoir jouer la musique, chanter et jouer aussi dans le cercle. Et connaît le rituel de comment est-ce qu'on organise, comment est-ce que le cercle s'organise. Et celui qui dirige la ronde de capoeira, en fait, on a trois instruments principaux, c'est les berimbau. Ce sont les grands arcs avec une calebasse. D'accord. Et le berimbau principal, celui qui a le son le plus grave, c'est lui qui dirige la roda. C'est généralement aussi lui qui chante, qui lance les chants. Et donc c'est un peu comme quand on reçoit des gens à table et qu'on dit je vais mettre lui à côté de lui, non je vais pas mettre ma belle-mère à côté de mon machin, et qu'on décide vraiment, voilà. Et il y a plein de choses à gérer, le temps, les égos, il y a énormément de choses parce que ce sont des êtres humains qui viennent. Bien sûr. Et c'est comme une loupe, c'est-à-dire qu'on voit dans le jeu de capoeira beaucoup de tempérament de la personne. Donc c'est très intéressant, même au point de vue psychologique. Il y a un petit peu un côté jeu d'échecs aussi, etc. D'accord. Et c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent, ou parce que vu que c'est dans l'espace public, c'est un rendez-vous régulier où toutes les mêmes personnes reviennent, ou est-ce que il n'y a pas forcément de régularité Alors en tout cas sur Paris, je pense, enfin partout d'ailleurs, nous on fait des rodas ouvertes. D'accord. Qui se passe où exactement? Nous c'est à Mairie des Lilas. Mairie des Lilas. Voilà. C'est au gymnase de la Liberté, 30 boulevard de la Liberté, métro Mairie des Lilas, tous les 3e dimanches du mois de 17h à 19h. D'accord. On ouvre nos portes pour qui veut venir jouer, participer, regarder, etc. Ensuite, là, je suis en train de lancer aussi une dynamique de road de rue. Donc là, depuis cet été, en fait, je fais tous les vendredis de 20h30 à 23h30 une roda. Donc je dirige une roda sur la place de la République. Sur la place de la République. Donc, qui veut vient. Et aussi, c'est une dynamique intéressante d'être dehors, même en termes acoustiques, parce que le son se diffuse autrement. Voilà, exactement. Ouais. Et puis il y a toujours, ça appelle, c'est marrant parce que c'est une énergie assez mystique parce que ça appelle toujours des personnes un peu étranges aussi. Nous sommes tous étranges et bizarres de toute façon. D'accord. Donc voilà, mais c'est génial d'être sur cette place-là, quoi. C'est génial. Super. Et donc une petite définition du vivre ensemble façon Kemo Samba, ou? Du coup, je dirais la route de capoeira, c'est une bonne définition pour moi. D'accord. Parce qu'on est tous ensemble. Pour moi, c'est s'accorder. D'accord. Trouver ce lien et pouvoir s'accorder, c'est comme si on était tous des instruments de musique un peu différents, et faut qu'on arrive à s'accorder, à trouver l'harmonie. Voilà. Super. Voilà. Merci beaucoup, Kemo. Merci à toi. Et à très bientôt. Je t'en prie.